vais vous parler un petit peu de l'association des climato-réalistes. Et puis Philippe Cattier, avec qui on a co-organisé cette conférence, prendra la suite ou me secondera quand je ne trouverai plus mes mots. Donc, en gros, l'association des climato-réalistes, c'est une association qui est actuellement présidée par Benoît Ritaud, qui est professeur de mathématiques à l'Université Paris 13, et qui réunit un certain nombre de scientifiques de tous horizons. On veut aborder les questions du soi-disant dérèglement climatique avec le maximum d'objectivité sur des bases réelles. Et donc, alors évidemment, on peut être critiqué en tant que climato-sceptique, mais non, nous, on ne remet pas en cause le réchauffement qu'il y a pu y avoir de l'ordre de 1 degré depuis le début de l'ère industrielle au XIXe siècle. Et par contre, on est très réservé et même résistant par rapport à une forme de catastrophisme qui ressemble fort à de la propagande. Il faut relire George Orwell régulièrement pour prendre des piqûres de rappel sur les précautions qu'il nous avait indiquées. Donc on essaye d'être objectif et on essaye de s'appuyer sur la science et d'animer un peu la réflexion autour de ce qu'il est possible de penser sur ces questions de perturbation et d'évolution du climat et aussi sur toutes les conséquences systématiquement négatives qui sont rapportées dans les médias dits de sévices publics par mon ami l'avocat Gilles William Goldnadel. Donc voilà, on est très content d'organiser cette conférence. On a invité donc François Gervais qui a écrit plusieurs ouvrages. Le simple énoncé des titres, il en manque un en plus, sur l'urgence climatique est un leurre, montre bien qu'il n'y a pas qu'une seule voix, que les scientifiques ne sont pas unanimes, bien au contraire. On nous présente les choses comme s'il n'y avait qu'une seule façon d'aborder ces questions, et c'est toujours avec une catastrophe, et c'est pour alimenter des dépenses en centaines de milliards qui seront probablement des dépenses vaines, en fait, qui vont n'avoir que très peu d'influence sur les objectifs qu'on essaye de se fixer. Donc voilà, l'association, il y a un site qui s'appelle Climato-Réaliste. Il y a un bulletin qui sort que je vous invite à lire. C'est sur l'écran, Christian. C'est aussi sur l'écran. Il y a aussi l'adresse email de François Gervais. Non, sur l'écran. Alors, c'est www.climato-réaliste sans e avec un s.fr. Donc voilà, on organise des contre-COP, on organise des séries de conférences. Alors souvent c'est sur Paris, et cette fois-ci on a décidé d'entamer une dispersion, une régionalisation de ces manifestations. Ça c'est l'initiative de Philippe Cattier qui a proposé cette idée qu'on trouve tous très bonne aux climato-réalistes. Je te laisse la parole si tu veux bien. Merci Christian pour ce compliment. Et donc Christian Buzon a un institut de l'environnement à l'IFRE, ce qui veut dire qu'il est quand même dans le sujet à plein. En ce qui me concerne personnellement, j'ai aucune compétence initiale pour discuter de ces choses-là, mais je me suis quand même intéressé au sujet le jour où le commentateur météo de France 2 s'est fait virer, pour Philippe Verdier, dont vous pouvez retrouver le livre qui est encore certainement pas épuisé, et qui s'est fait virer pour avoir commis ce livre dénonçant un petit peu la manière dont fonctionnait le GIEC.
groupe intergouvernemental d'études du climat, et non pas d'experts du climat. Et à partir de là, ça m'a quand même un petit peu alerté, et de fil en aiguille, j'ai fouillé sur toutes les références possibles, et je suis tombé justement sur les climato-réalistes qui m'ont convaincu de la démarche factuelle et non projective sur des ordinateurs qui vont vous dire que dans 100 ans, ça va être la catastrophe, il n'y aura plus rien. Enfin bon. Et les faits dénoncent toutes ces projections, quoi que les médias puissent en dire. Donc, je suis très content d'accueillir François Gervais, qui a été pour moi quelqu'un qui m'a vraiment introduit par ses livres dans ce sujet, et qui va certainement vous convaincre de l'innocence et même du bénéfice du CO2. Oui. Voilà. Voilà. François. Eh bien, je voudrais commencer par remercier, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invité. Et on va essayer donc d'abord dans une première partie de justifier le titre, qui n'est pas ce que les médias nous disent, et dans une deuxième partie, d'essayer de voir où nous emmènerait une décarbonation. Alors, vous avez mon adresse mail. Ceux qui veulent le PDF de tout ce que je vais montrer, il suffit de me passer un petit mail, je vous l'envoie. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous propose de commencer par un petit quiz. Je suis sûr que vous saurez répondre aux questions, mais on ne sait jamais. Hein. J'ai l'habitude de commencer comme ça. Donc, le climat est défini comme la température moyenne de la Terre sur 30 ans. Question, quelle est-elle? Quel est le principal gaz de l'air? Ça, c'est facile si on se souvient de ce qu'on a appris à l'école. Quel est le principal gaz dit à effet de serre? Quelle est la proportion de CO2 dans l'atmosphère et quelle est son augmentation annuelle? Alors, c'est mon côté prof, je vais vous donner le corrigé, et chacun pourra voir comme ça s'il était dans les clous. Donc la température moyenne de la Terre sur 30 ans, c'est 15 degrés. Le principal gaz de l'air, c'est l'azote. Le principal gaz dit à effet de serre, ce que les médias oublient joyeusement, c'est la vapeur d'eau. Et de très loin, on va le voir, c'est la vapeur d'eau. La proportion de CO2 dans l'atmosphère, c'est 0,04%. Autrement dit, si on imagine un stade dans lequel il y a 10 000 personnes, on dit CO2, levez-vous, il y a 4 personnes qui se lèvent. Hein, c'est ça que ça veut dire. Et l'augmentation annuelle, c'est 0,5% de ces 0,04%. Alors, on parle souvent de parties par million, donc c'est 2 parties par million. Je commence tout de suite d'ailleurs sur cet aspect-là. Vous avez ici en vert l'augmentation mensuelle, ce sont des mesures mensuelles de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Vous voyez que depuis le début de ce siècle, ça tourne autour de 2 ppm, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais vous voyez aussi qu'il y a des fluctuations considérables d'une année sur l'autre. Et si on compare ces fluctuations aux fluctuations de la température, c'est la courbe en bleu, avec des petites pointes en rouge, c'est-à-dire qu'on peut regarder la Terre en moyenne, ou les océans. C'est ça la différence entre les deux. Mais vous voyez que ça, c'est vraiment très proche. Et vous remarquez que les deux courbes, celle en verte et celle en bleu, se ressemblent étrangement. Mais il y a un décalage de l'une par rapport à l'autre. Et en vert, donc c'est le CO2 qui suit, avec quelques mois de retard, la température en bleu. C'est curieux ça, non? Une conséquence, la température, ne saurait précéder la cause, le CO2. Enfin, du moins, ça interroge. Alors, une explication possible qui est encore controversée. Alors bon, je viens de Touraine, donc j'ai montré une bouteille de Vouvray, c'est normal. Hein, la bouteille de Vouvray, vous savez que le CO2 est très soluble dans l'eau.
Et que la bouteille de Vouvray ouverte, il ne faut pas la laisser au soleil. Sinon, le CO2 s'en va. Le CO2 est très soluble dans l'eau quand l'eau est fraîche. Mais il a tendance à revenir dans l'atmosphère si l'eau se réchauffe. Hein, la solubilité maximale dans les eaux froides autour près des banquises, principalement. Alors en particulier lorsqu'on voit un pic de température, ça peut être un phénomène El Niño, qui est un phénomène naturel dans le Pacifique. Ce pic de température El Niño, quelques mois plus tard, il est suivi d'un pic d'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Alors, récapitulons. Donc, le principal gaz de l'air, l'azote. Le second, évidemment, c'est l'oxygène. Le troisième, c'est la vapeur d'eau. Alors, il y en a beaucoup plus de vapeur d'eau sous les tropiques qu'au pôle Nord et au pôle Sud, bien sûr. Ça dépend de l'humidité de l'air. Quatrième gaz, c'est l'argon, qu'on appelle un gaz rare. Et cinquième, donc, c'est CO2. Et effectivement, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est passée de 0,03% à 0,04% en un siècle. Donc ça augmente. Les autres gaz dits à effet de serre, ce serait le méthane et le protoxyde d'azote. Alors le méthane, comme vous voyez, il y en a très peu, très peu dans l'atmosphère, encore moins de protoxyde d'azote, et vous voyez qu'il n'a pas tendance à augmenter beaucoup. Alors pourtant, on dit que c'est un très puissant gaz à effet de serre. Non, non. Pourquoi? Si on prend la même concentration de méthane que la concentration de CO2 ou de vapeur d'eau dans l'air, il est beaucoup moins puissant que les autres. Comment on le sait, ça? Eh bien, en reprenant la notion d'électronégativité qui est due à un prix Nobel, Linus Pauling. Il a même eu 2 fois le prix Nobel. Il a aussi eu le prix Nobel de la paix. Il a eu le prix Nobel de chimie pour le concept de différence d'électronégativité. Autrement dit, quelle est la différence de charge électrique entre le carbone et l'hydrogène dans le méthane, comparée à la différence de charge électrique du carbone et de l'oxygène, ou de l'hydrogène et de l'oxygène, dans le CO2 et dans la vapeur d'eau. C'est beaucoup plus faible dans le cas du méthane. Donc il n'est pas puissant du tout. Alors simplement, le fait est que l'augmentation, l'effet de serre, c'est un phénomène qu'on appelle logarithmique. Et que la dérivée d'un phénomène logarithmique, ça s'appelle hyperbolique, c'est en 1 sur x, pour ceux qui ont fait un peu de... Donc, ça donne l'impression que, effectivement, l'effet, tant que la concentration est extrêmement faible, l'effet croît plus vite. Et après, ça va redescendre très vite. Et si la concentration, j'insiste, du méthane et du protoxyde d'azote était la même que celle de CO2 dans l'atmosphère, leur effet serait minable. Donc, tout ça pour rassurer tout le monde, vous pouvez continuer à manger une belle côte de bœuf. Alors, comme disait Christian tout à l'heure, oui, mais on dit qu'il y a un consensus des scientifiques sur le fait que... Alors là, j'ai repris les conclusions d'un grand nombre de publications, je ne pense pas en avoir oublié, donc des publications parues dans des revues internationales à comité de lecture, donc qui sont passées sous les fourches codines de la revue par les pairs. C'est ce qu'on dit en anglais, la revue par les pairs, en français on dit plutôt le comité de lecture, ça revient au même. Autrement dit, il y a des rapporteurs qui restent anonymes, qui vont donner leur avis sur le manuscrit avant que l'éditeur ne le publie. Alors vous voyez qu'il y a un consensus. Enfin, du moins, s'il y a un consensus, moi je veux bien être pendu. Hein. Donc là, c'est la sensibilité climatique. De combien se réchaufferait la Terre si le taux de CO2 doublait dans l'air? Ah, ben vous voyez qu'ils sont tous d'accord entre eux, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, regardons justement les modèles de climat qui sont publiés par le GIEC. Là, c'était dans le rapport AR5, celui qui est sorti il y a 7 ans. Et on remarque 2 choses.
Donc les modèles de climat, c'est les spaghettis en rouge, en bleu, là. Et les mesures, c'est la courbe en noir. Première remarque, les modèles de climat ne sont pas d'accord entre eux. On retrouve la précédente courbe, hein. Ben non, les scientifiques ne sont pas du tout d'accord entre eux sur l'effet, sur l'amplitude de l'effet. Tantôt, qu'il y a un effet, ok, mais sur l'amplitude de l'effet, ils ne sont pas d'accord du tout. Et ça va se retrouver dans les modèles de climat qui ne sont pas d'accord non plus entre eux. Et en plus, ils projettent tous des valeurs. Alors c'est un peu comme des plombs qui sortiraient d'un fusil de chasse, ça part dans tous les sens, mais pas dans le bon sens en plus. Puisque vous voyez que les observations de la courbe en noir, elle est toujours en dessous de ce que disent les modèles de climat. Ça s'est pas arrangé pour le rapport à R6, le tout dernier qui est sorti il y a 1 an et demi maintenant, puisque là encore, la courbe en noir, ce sont les observations, les mesures, et les modèles de climat, c'est donc tous les spaghettis de toutes les couleurs. Alors, dans cette salle, sur les 1500 scientifiques, ingénieurs, professionnels de l'environnement, de la santé, qui ont signé la déclaration « Il n'y a pas d'urgence climatique », nous sommes maintenant en 1500 signataires, 1501 précisément, et nous sommes 3 dans cette salle à avoir signé, au moins 3 dans cette salle à avoir signé cette déclaration. À comparer éventuellement aux 234 scientifiques qui ont signé le rapport AR6 du groupe 1 du GIEC. Alors comment ça marche? Comment ça marche l'effet de serre? Je vous présente la molécule de CO2 avec le carbone, charmant carbone au centre, charmant oxygène de part et d'autre. Alors tout dépend, les dames aiment bien l'oxygène, les messieurs aiment bien le carbone, enfin bon. Et alors, c'est une molécule très simple, et par symétrie, il n'y a que 2 possibilités de vibration. Ou bien, la jeune femme fait alternativement un bisou à chacun des 2 jeunes gens. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, elle hésite, elle se contente de hocher la tête. Et ces 2 possibilités, on les observe facilement dans le spectre infrarouge de l'atmosphère. Alors, spectre, rien à voir avec un zombie. Vous connaissez tous l'arc-en-ciel. Si on prolonge l'arc-en-ciel au-delà du rouge, on ne voit plus rien. Mais un spectromètre, lui, le voit très bien. Et il s'aperçoit qu'effectivement, il y a des bandes d'absorption qui vont absorber, comme leur nom l'indique, le rayonnement électromagnétique. Ces bandes d'absorption, toutes celles que vous voyez, c'est la vapeur d'eau. Donc de très loin, le principal gaz à effet de serre. Et simplement 2 bandes, les 2 dont on vient de parler, qui correspondent aux 2 vibrations dont on vient de parler, qui se trouvent à 4 micromètres et 15 micromètres. Et là, 300 mètres d'épaisseur d'air suffisent pour que ce soit totalement opaque. C'est le rideau noir. Autrement dit, les molécules qui se trouvent au-dessus de 300 mètres d'altitude, ils ne voient pas le rayonnement de la Terre. C'est caché par les molécules qui se trouvent en dessous. Alors si maintenant, on va voir à haute altitude, c'est le satellite qui s'appelle Nimbus 4, qui a embarqué un spectromètre infrarouge, et ce spectromètre regarde la Terre. Et la courbe du bas, donc c'est toujours le spectre infrarouge, regardé par le spectromètre qui est dans le satellite, qui regarde la Terre. Et là, on est au-dessus de l'Antarctique. Et à la fréquence de 15 microns, celle qui correspondait à une des 2 absorptions, à la fréquence, donc à la longueur d'onde de 15 micromètres, et exactement ici, 15 micromètres, on a un superbe pic d'émission cette fois-ci, non plus d'absorption, mais d'émission thermique du CO2. Donc c'est quelque chose qui est mesuré, c'est parfaitement clair, et donc cette émission thermique, c'est donc le spectromètre regarde vers le bas, donc c'est une émission thermique vers l'espace, et donc le CO2 joue son rôle de la Terre reçoit de la chaleur du Soleil, la Terre en renvoie vers l'espace,
mais la vapeur d'eau contribue beaucoup aussi, et le CO2 contribue également à renvoyer de la chaleur vers l'espace. C'est un spectre d'émission thermique. Donc il renvoie la chaleur vers l'espace, ça se voit très bien, pile poil à la fréquence de vibration qui correspond à 15 micromètres. Donc on a un schéma au niveau du sol, les molécules de CO2 absorbent leur rayonnement. La chaleur se propage par convection vers la haute altitude, à laquelle on mesure le spectre d'émission, et donc ça va rayonner vers l'espace. Alors pourquoi ça ne rayonne pas du bas? Simplement parce que le temps qu'il faut pour que la molécule émette un rayonnement est trop long quand on est à basse altitude, parce que les collisions avec les molécules voisines vont dissiper la chaleur avant qu'elle ait eu le temps de rayonner. C'est uniquement lorsque la pression atmosphérique sera plus faible, vous savez que la pression diminue plus on monte en altitude, la pression est plus faible, et quand la pression est suffisamment faible, là, elle peut rayonner. Les collisions ont presque disparu, donc elle a le temps de rayonner. Alors, tout ceci est connu depuis très longtemps. Là, c'est encore une autre mesure du satellite Nimbus. Simplement, ce n'est pas à l'Antarctique. Là, c'est, en règle générale, au-dessus de la Terre, loin des pôles. On n'a pas du tout le même schéma. C'est normal, parce que là, le satellite voit la Terre qui a une température de 15 degrés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, alors que lorsque, au-dessus de l'Antarctique, la Terre, en l'occurrence la glace, est à peu près à la même température que la haute atmosphère, enfin que le début de la stratosphère, et donc on voit la Terre à une température très froide et l'émission vers l'espace. Alors que si on se place en règle générale avec au-dessus d'une Terre qui se trouve à 15 degrés en moyenne, le schéma n'est pas du tout le même, on a l'impression qu'il y a un trou dans le spectre. En réalité, c'est parce que là où l'émission thermique se fait, la température est plus faible par rapport à celle de la Terre. Alors, on s'en rend compte, par exemple, quand on est en avion, si on regarde la température extérieure, c'est moins 55 degrés. Donc c'est à cette température-là que l'émission va se faire, l'émission thermique va se faire. Bon. Alors à partir de là, on va pouvoir évaluer si le taux de CO2 doublait dans l'atmosphère, quel serait le changement d'émission thermique? Là, c'est 3 fois rien. C'est la différence entre la courbe bleue et la courbe verte. Si le taux de CO2 doublait dans l'atmosphère, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, on aurait une différence, c'est entre la courbe verte et la courbe bleue. C'est tellement petit la différence que les satellites n'arrivent pas à le mesurer encore. Mais on sait l'évaluer malgré tout. Et effectivement, nous sommes climato-réalistes, donc plus soucieux de regarder le climat réel, mesuré, que les modèles de climat, modèles informatiques de climat virtuel. Eh bien oui, il y a un effet. Je ne dis pas le contraire. Simplement depuis 1945, alors vous allez voir dans un instant pourquoi je dis depuis 1945, c'est le début de l'accélération des émissions de CO2. Et bien depuis 1945, donc, la composante, l'effet dû au CO2, c'est 0,3 degrés. C'est pas 0, donc ce qui correspond à une sensibilité climatique un peu inférieure à 1 degré, mais ça, il y a eu un réchauffement, effectivement, dû au CO2, on le dit sans problème, de 0,3 degrés. Et d'ici 2050, alors pourquoi je dis 2050? C'est parce que c'est l'année que l'injonction de l'Union européenne et de l'Organisation des États-Unis, en 2050, on doit avoir fini de décarboner. Injonction. Et bien d'ici 2050, ça ferait 0,14 degrés de plus au rythme actuel d'émission. Alors, vérification. Voici l'évolution de la température de la Terre depuis le début du XXe siècle. Donc vous voyez qu'il y a eu une hausse de température de 0,6 degrés jusqu'en 1945. Et après 1945, d'abord il y a eu une petite baisse, puis c'est remonté.
Depuis 1945, on a 0,4 degrés de plus. Donc si on dit le CO2, comme on le disait à l'instant, a réchauffé de 0,3 degrés, on est tout à fait dans les clous de ce 0,4 degrés, mesuré depuis 1945. Mais avant, la Terre s'est réchauffée de 0,6 degrés, alors que les émissions de CO2, c'est les petits carrés qui sont dans le bas, étaient bien trop faites pour pouvoir l'expliquer. Donc il y a une partie qui est naturelle. Et on le voit très bien de 1910 à 1945, l'augmentation ne peut pas s'expliquer par le CO2. Depuis, en revanche, oui, 0,3 degrés sont explicables par le CO2. Alors ça, tout ça, c'est ce que nous dit le spectre d'émission infrarouge du CO2 dans l'atmosphère. Que nous dit le GIEC? Alors je reprends ce qui est page 28 du résumé à l'intention des décideurs du paragraphe D1.1. Le GIEC, je vous le fais en français, chaque 1000 milliards de tonnes de CO2 envoyées dans l'atmosphère causerait un réchauffement compris entre 0,27 et 0,63 degrés avec une meilleure estimation de 0,45 degrés. Alors déjà, c'est une estimation, parce que la fourchette qu'il donne, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, les modèles ne sont pas d'accord entre eux. Bon, donc entre 0,27 et 0,63, sur cette fourchette, il considère une estimation de 0,45 degrés. Bon, alors il dit plus loin, non, avant, dans le paragraphe A.1.1, il dit que sur ces émissions, 44% restent dans l'atmosphère. On va voir ce que devient le reste tout de suite après. Donc c'est facile, hein, il y a juste à faire petite règle de 3, 0,45 degrés. Alors 44% de 36 milliards de tonnes de CO2 qui ont été envoyées en 2019 et en 2021, c'est à peu près toujours ça a tendance à augmenter encore un petit peu, mais ça se stabilise quand même par rapport aux valeurs antérieures. Donc 36 milliards de tonnes, 44% restent dans l'atmosphère, ça nous fait 16 milliards de tonnes. Et puis je prends les chiffres du GIEC, 0,45 par 16 divisé par 1000. Ça nous fait 7 millièmes de degrés par an. Pas 4 degrés, hein, 7 millièmes de degrés par an, avec les chiffres du GIEC. J'insiste. On a vu tout à l'heure avec le spectre infrarouge, un peu moins, parce que là, 7 millièmes par an, d'ici 2050, on va multiplier par 23 ans, 27 ans, donc ça fait à peu près 0,2 degrés. Je vous disais avec le spectre infrarouge, 0,14 degrés. Avec les chiffres du GIEC, ça ferait 0,2 degrés d'ici 2050. Pas 3 à 4 degrés, hein, puisque le gouvernement se prépare à une hausse de température de 4 degrés. Non, avec les chiffres du GIEC, 0,2 degrés d'ici 2050. Pour être concret, prenons une voiture qui émet 100 grammes de CO2 au kilomètre. Donc 44% reste dans l'atmosphère. Cette voiture parcourt 100 000 km. Et puis, ça fait un chiffre qui est tellement petit qu'on va prendre 1 million de voitures. Chacune parcourt 100 000 km et émet 100 grammes de CO2 au kilomètre. 100 000, oui, 100 grammes de CO2 au kilomètre. Eh bien, ce million de voitures qui parcourent chacune 100 000 km vont réchauffer, tiens, non, c'est revenu, vont réchauffer la Terre de 2 millionièmes de degrés. Alors, on peut multiplier par ça, par le nombre de voitures complètes qu'il y a en France, on trouve moins d'un 10 millième de degré d'ici 2050. Et l'Union européenne veut interdire la vente des voitures à moteur thermique d'ici 2035. C'est quasiment demain. Bon, bah c'est bien, ça évitera qu'en France on réchauffe la planète d'un 10 millième de degré. Hein. Enfin, je dis c'est bien. Alors, émet du CO2. Bah, c'est pas compliqué, tout le monde.
Alors, il y a ceux qui ont tendance à réduire, c'est l'Europe qui a tendance à réduire les émissions, même si ça stagne un petit peu ces derniers temps. Et puis, les États-Unis également ont tendance à réduire, mais eux, ils partent de nettement plus haut. Et puis, tous les autres augmentent. Autrement dit, si les pays responsables d'un quart des émissions les réduisent, ça ne servira pas à grand-chose, puisque ceux qui émettent les 3/4 augmentent. En particulier, la Chine, à elle seule, consomme la moitié du charbon mondial. La moitié à elle seule. Suivi de l'Inde, des pays d'Asie, le total, ça va faire à peu près 80%. Pourquoi? Parce que le charbon, ça reste pas très cher. C'est abondant. Les ressources connues, il y en a pour 2 siècles. Bon. Donc, de toute façon, si on fait le bilan pays par pays, donc c'est la Chine qui émet le plus, suivi des USA, de l'Inde, de la Russie, etc. Alors si en revanche on regarde maintenant, c'est plus intéressant, les émissions par habitant. Alors là, le classement change complètement. Hein. Vous avez les tonnes de CO2 par habitant et par an. Vous voyez que les champions, ça reste quand même les États-Unis. Hein. Suivi de la Russie d'ailleurs. La France est bon élève. La France émet 5 tonnes de CO2 par habitant et par an. C'est la moyenne mondiale. Donc la France est bon élève. Et d'ici 2050, nous a montré le spectre infrarouge, elle réchaufferait la planète de 1 millième de degré. On retrouve le titre de la conférence. Elle réchaufferait la Terre de 1 millième de degré. Alors, si vous préférez les chiffres du GIEC, vous multipliez par 1,4. Ça ne change pas grand-chose. On reste toujours entre 1 et 2 millièmes de degré. Ah oui, mais il y a un dérèglement climatique. Et même que l'Assemblée nationale, alors pas l'actuelle, la précédente Assemblée nationale, a voté pour mettre dans l'article 1er de notre Constitution, mais ça ne s'est pas fait parce que le Sénat n'était pas d'accord sur la formulation, elle a voté « La République garantit la lutte contre le dérèglement climatique ». Alors je vous montre justement non plus les températures moyennes, mais toutes les fluctuations mensuelles mesurées par 3000 stations de mesure depuis un siècle. J'aimerais bien connaître le règlement, moi, je sais pas, je ne vois pas trop bien un règlement, et surtout qu'on me dise depuis quand aurait commencé un dérèglement. On va faire mieux que ça. On va prendre le plus ancien thermomètre du monde, qui mesure depuis 360 ans la température en un point de la Grande-Bretagne, qui s'appelle Central England, et donc il mesure la température, donc mensuelle, c'est toujours des mesures mensuelles, depuis 360 ans. Ça a quasiment commencé à la fin du règne de Louis XIV. Hein. Alors là encore, je ne vois pas le règlement, et je ne vois pas le début d'un dérèglement. Ça s'est toujours présenté comme ça. Alors ça, c'est le même thermomètre, mais cette fois-ci avec les mesures annuelles. La tendance, effectivement, croissante. Donc, depuis 360 ans, la Terre se réchauffe. Depuis 360 ans. Et bien avant les émissions de CO2 qui sont indiquées ici sur la courbe bleue, en bas. Il n'y a pas l'air d'avoir une corrélation entre les deux. Alors oui, mais l'été dernier, il a fait très chaud. En France, il y a eu une sécheresse. C'est vrai. C'est vrai. Seulement, là, c'est la courbe des températures dans le monde entier. Alors, en jaune et vert, c'était plus chaud que la moyenne de saison, on va dire. Et en bleu, c'est plus froid que la moyenne de saison. Vous voyez que tout l'hémisphère sud, c'est pas du tout réchauffé. En France, effectivement, en août, il a fait plus chaud, comme dans d'autres régions de l'hémisphère nord. Mais, ça c'est la valeur en août, hein, en août dernier.
Mais l'hémisphère sud, lui, était en dessous des moyennes de saison. Alors pourquoi? C'est un effet du baromètre. Le temps qu'il fait. Le temps qu'il fait, ça on le sait depuis très longtemps, par celui qui a inventé la météo, c'est M. Torricelli, qui est l'inventeur du baromètre. C'est lui qui a inventé la météo. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte que quand la pression est plus basse, ben, il fait un mauvais temps. Quand la pression est plus élevée, il fait beau temps. C'est donc la pression atmosphérique, qui n'est pas prévisible, qui est la cause du temps qu'il fait, et qui explique toutes les intempéries, ou au contraire un beau temps. Je vous montre un autre exemple, c'est l'énergie cyclonique cumulée. Vous voyez que dans une période qui correspond quand même à 40% des émissions de CO2, la tendance n'est pas à la hausse, elle est plutôt d'ailleurs à la baisse. Alors c'est pas nouveau hein, qu'on impute le dérèglement climatique. Là je cite un article du Brisbane Courier qui date du 10 janvier 1871. Donc je vous le fais en français, hein, parce que Brisbane évidemment c'est en Australie. Chaque saison est à coup sûr extraordinaire. Presque chaque mois porte son lot de plus sec, plus humide, plus venteux, plus froid, plus chaud, sans n'avoir jamais été observé. C'est ce qu'on entend toujours. Mais ça a déjà été écrit dans le Brisbane Courier en 1871. D'ailleurs, Gustave Flaubert, dans son Dictionnaire des idées reçues, donnait une définition: été, toujours exceptionnel, voire hiver. Et à hiver, toujours exceptionnel, voire été. Alors, si on regarde les températures moyennes de différentes régions de France, il y a 6 degrés d'écart entre le pourtour méditerranéen, entre Marseille et Nice, et les Ardennes. 6 degrés d'écart. Est-ce qu'en été, on voit les réfugiés climatiques niçois se précipiter vers les Ardennes? Habituellement, c'est plutôt l'inverse qu'on remarque. Hein. La carte, c'est 2010, donc ça a peut-être changé depuis. Oui, c'est ça. Alors, on s'en rend compte par une belle journée printanière, même en été, s'il n'y a pas de couverture nuageuse. Attention, parce que ça change tout. S'il n'y a pas de couverture nuageuse, donc un beau ciel bien clair, on peut avoir couramment 15 degrés d'écart entre un petit matin frisqué et une belle après-midi. Ça, c'est courant s'il n'y a pas de couverture nuageuse. En revanche, la couverture nuageuse a tendance à minimiser l'écart entre la nuit et le jour. Je donne un autre... alors, si on fait la même observation dans un désert, il peut y avoir 40 degrés d'écart entre la nuit et le chaud de l'après-midi. Je cite 2 villes, Singapour et Oslo. 22 degrés d'écart de température moyenne entre Oslo et Singapour. Les gens vivent très bien à ces 2 endroits avec 22 degrés d'écart de température moyenne. Vous avez 2 courbes dans le bas qui va se trouver dans une publication qui devrait bientôt sortir. À gauche, c'est l'évolution de la température, telle qu'on l'a vu tout à l'heure, donnée par tous les capteurs. Et puis à droite, c'est la même chose, mais uniquement avec les capteurs qui se trouvent en milieu rural. D'accord? Hors agglomération. Vous voyez qu'on aperçoit une oscillation qui se dessine. Alors cette oscillation a fait les gros titres de la presse dans les années 1970, où l'urgence climatique, c'était « il va faire très froid, la Terre se refroidit ». La Terre se refroidit. Alors en plus de ça, vous voyez la figure qui est parue dans Newsweek en 1975, en plus c'est en degrés Fahrenheit, ça accentue l'effet. Vous voyez ce refroidissement catastrophique qui a été annoncé. Alors c'est vrai, il y a eu un refroidissement, il n'y a rien eu de catastrophique, parce qu'après ça s'est mis à se réchauffer.
Ça s'est même tellement mis à se réchauffer que maintenant on a un certain nombre de sentinelles du climat qui voient une oscillation, effectivement. En particulier, en bas à droite, vous avez l'oscillation atlantique multidécennale. C'est une mesure, oscillation atlantique multidécennale. Bon, on voit bien qu'il y a une oscillation. En bas à gauche, c'est dans le Pacifique, c'est pareil, oscillation Pacifique multidécennale. Et vous avez les reproduites les uns sur les autres dans la figure en haut à gauche. Vous voyez? Elles se ressemblent. Il y a une oscillation. Qu'on va voir aussi dans la banquise arctique, c'est au milieu à droite. C'est exact que la banquise arctique a tendance à régresser depuis quelques années, depuis qu'on la mesure par satellite depuis 1979, mais avant, elle était plus basse. 1945, elle était plus basse. Donc, il y a quelque chose. Ah oui, mais on va dire, mais attendez, les glaces fondent. Oui, les glaces fondent. Allons voir le plus grand glacier du monde. C'est la calotte antarctique. S'y trouve 90% de la glace mondiale. 90% de la glace mondiale dans la calotte antarctique. Vous avez en bas la courbe bleue de la température de cette calotte. Ça ne bouge pas. Depuis qu'on la mesure, ça ne bouge pas. Donc non, l'Antarctique ne fond pas. C'est la mesure de température qui le dit. Mieux que ça, si vous regardez la courbe au-dessus, c'est la superficie de banquise antarctique. La tendance, depuis qu'on la mesure depuis 1979, est plutôt à une hausse de superficie de la banquise. Alors c'est vrai qu'en ce moment, elle a une petite faiblesse à suivre. Mais elle a battu un record en 2014. Donc on a dit 44% du CO2 reste dans l'atmosphère. Que devient le reste? Le GIEC nous le dit. Il y en a 33% des émissions qui vont être un complément de fertilisant pour la végétation et donc pour les récoltes aussi. Ça se voit très bien sur la courbe en haut à droite. Chaque printemps et été, l'atmosphère perd 55 milliards de tonnes de CO2. Ça remonte en automne et en hiver, et puis printemps et été suivant, ça rechute de 55 milliards de tonnes. Ça correspond au fait que quand les jours sont plus longs, printemps-été, que la végétation démarre, la végétation se jette sur le CO2, et donc sa quantité diminue de 55 milliards de tonnes dans l'atmosphère en printemps et en été. Alors vous me direz, oui mais attention, vous nous dites le printemps-été dans l'hémisphère nord, mais alors dans l'hémisphère sud c'est l'inverse, oui. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup moins de végétation dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Il y a plus d'eau dans l'hémisphère sud, mais moins de végétation, et plus de végétation dans l'hémisphère nord et moins d'eau. Donc on s'est calé sur les saisons de l'hémisphère nord. Et alors effectivement, si on fait des mesures, les mesures ont été faites en laboratoire pour 45 plantes nutritives qui représentent 95% de la consommation mondiale de céréales, fruits et légumes, eh bien on observe un gain si on augmente le taux de CO2. Le gain est réel, c'est mesuré plante par plante, vous en avez des exemples là. Et alors, le reste est capté par les océans, et donc nourrit le plancton également. Parce qu'il ne faut pas oublier que la photosynthèse, on va le dire tout de suite, la photosynthèse, donc il faut du soleil, il faut du CO2, indispensable et irremplaçable, et il faut l'eau du sol. C'est grâce à ça que les plantes poussent. S'il n'y a plus de CO2 dans l'air, il n'y aura plus de végétation sur Terre. C'est aussi simple que ça. La preuve, c'est que les satellites sur 33 ans, ils ont fait une mesure sur 33 ans, ont trouvé une augmentation, un verdissement de la Terre au sens propre, un verdissement qui représente l'équivalent d'un 6e continent de 18 millions de kilomètres carrés. Pas rien. Alors
Si on fait le calcul à partir des émissions de CO2, 33% des émissions de CO2, ça fait 3,3 gigatonnes, ça ferait à peu près 10 gigatonnes de CO2, donc 3,3 gigatonnes de carbone, rapporté à la quantité de carbone dans la végétation sur toute la Terre, eh bien, on a un accroissement en 33 ans de biomasse de 24%. Accroissement de biomasse de 24% en 33 ans. Grâce à nos émissions, quand même, il faut le souligner, c'est quand même important. Alors, en différents endroits sur Terre, cette oscillation saisonnière ne va pas du tout avoir la même amplitude. Le taux de CO2 dans l'atmosphère, c'est toujours le même. Il est à peu près uniformément réparti. Mais l'amplitude de l'oscillation, elle varie selon l'endroit où on la mesure. Par exemple, en Antarctique, vous voyez que l'amplitude de l'oscillation est ridicule, très faible. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas de végétation en Antarctique. Et donc, il n'y a pas cet effet. En revanche, si on le fait à un endroit où il y a de la végétation, par exemple en Californie, ben on va obtenir une augmentation de l'amplitude de l'oscillation saisonnière. Et cette augmentation d'amplitude d'oscillation saisonnière va plus vite que l'augmentation du taux de CO2 lui-même. Ce qui veut dire que le CO2 en est avide, enfin la végétation est avide de CO2. On a un taux qui est très faible par rapport à ce qu'il a été dans l'histoire de la Terre, et le CO2 en fait était en état de malnutrition. On se rend compte puisque plus il y en a, plus il se jette dessus. Bon, alors, impact des grandes messes internationales, création du GIEC, protocole de Kyoto, COP 15 de Copenhague, COP 21, accord de Paris, la dernière c'était COP 26 à Sharm el-Sheikh, COP 27, ça va être dans les Émirats arabes unis, et c'est le président de la compagnie pétrolière qui va présider la prochaine COP. C'est amusant. Le confinement Covid, alors là évidemment on a enlevé l'oscillation saisonnière pour voir la tendance. La tendance continue imperturbablement. Un mot sur la pollution, parce qu'on fait souvent, trop souvent, l'amalgame entre CO2 et pollution. Et voilà cette image en Chine. Les émissions mondiales de CO2 tendent vers un nouveau record et on voit des gens avec un masque. On a tous porté un masque ces derniers temps, enfin plus ou moins. À certains endroits, c'est obligatoire. Quand vous portez un masque, nous inspirons de l'oxygène, nous expirons du CO2. Dans notre haleine, le taux de CO2 est 20 fois supérieur à celle de l'air extérieur. Donc, lorsque nous portons un masque, nous réinspirons une partie du CO2 que nous avons expiré. Heureusement que ce n'est pas un poison, hein, sinon on serait tous morts. Mais ce n'est pas un polluant. Contrairement à ça, et dans une vie, l'être humain exhale à peu près 25 tonnes de CO2 pendant sa vie. Alors c'est vrai qu'on est 8 milliards maintenant, ça fait quand même une proportion non négligeable. Bon, j'espère qu'on ne va pas tous nous euthanasier parce qu'on respire, hein, ça serait... En revanche, ce qui est une vraie pollution, qui est dénoncée par l'Organisation mondiale de la santé, et qui cause de l'ordre de 4 millions de décès prématurés, avérés, c'est la combustion de biomasse dans des maisons pauvres, en règle générale, mal ventilées, et c'est surtout les enfants et les femmes qui restent au foyer qui en sont victimes. Et ça, c'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. À tel point que des organisations caritatives distribuent des cuisinières à propane pour éviter cette réelle pollution. Une cuisinière à propane, évidemment, émet du CO2, et donc est un gaz propre, au contraire de la pollution liée à la combustion de biomasse.
Alors, si on voulait décarboner, en fait, on ferait comment? Quand on regarde l'énergie à l'heure actuelle, 80% de l'énergie qui est utilisée dans le monde provient de la combustion de ressources fossiles. Charbon, pétrole, gaz. La fraction non liée aux combustibles fossiles, donc c'est l'hydroélectrique, 6%, le nucléaire, 4% mondial, 4% mondial, c'est plus que ça en France, et puis ce qu'on appelle les énergies intermittentes, le solaire photovoltaïque, l'éolien, éventuellement de la géothermie et quelques autres. Et donc ça veut dire, si on voulait décarboner, 80% de l'énergie qu'il faut remplacer par autre chose. 80% de l'énergie. Mais on ne sait pas stocker l'électricité, en particulier. Et on ne voit pas trop, si on veut décarboner, faire autrement que de passer au tout électrique. Bon. Alors, c'est ce que nous dit ici, c'est la Banque mondiale. Il faut lever 80... Alors, c'est pas 1000 milliards, c'est 89 000 milliards qu'il faudrait lever pour décarboner, nous dit la Banque mondiale. Enfin, elle a dit ça en 2015. Avec l'inflation qu'on a, c'est probablement plus. On va dire 100 000 milliards. C'est le bon ordre de grandeur, 100 000 milliards. D'ici 2030. À Glasgow, la COP26, ils ont même dit 150 milliards. 150 000 milliards. Bon, rappelons que c'est pour éviter, d'ici 2050, un réchauffement de 0,14 degrés selon le spectre infrarouge du CO2 atmosphérique, 0,2 degrés selon le GIEC, d'ici 2050. Ça fait cher le degré, quand même. Si on fait un petit calcul. Alors, comment faire? Actuellement, là, c'est un schéma qui vient de mon collègue américain, le professeur Roger Pilk, qui dit actuellement, on consomme presque 12 000 milliards de tonnes équivalent, 12 000 millions de tonnes équivalent de pétrole par an. Si on veut décarboner d'ici 2050, il faut remplacer 1 million de tonnes équivalent pétrole chaque jour par de l'électrique. 1 million de tonnes équivalent pétrole chaque jour par de l'électrique. L'électrique, alors ça peut être construire une nouvelle centrale nucléaire chaque jour. Bon, ça pourrait être ça. Ou alors implanter 1500 éoliennes chaque jour. Alors ça, sur l'éolien, il y a quand même une interrogation. Parce que quand il n'y a pas de vent, si on fait du 100% éolien, 100% éolien, mais ça ne marche qu'en France 23% du temps. 23% du temps, facteur de charge de l'éolien. Le reste du temps, il faut quand même faire de l'électricité, sinon c'est une blackout, on n'a plus rien. Et faire de l'électricité, c'est ce que fait l'Allemagne, qui a implanté beaucoup d'éoliennes, elle a construit des centrales à gaz. De sorte que quand il n'y a pas de vent, elle produit de l'électricité avec des centrales à gaz. On dit 77% du temps, elle produit de l'électricité avec une centrale à gaz. Alors on appelle ça décarboné, avec du gaz naturel, décarboné. Il n'y a pas un problème là dans la formulation. En tout cas, c'est l'origine de ce qu'on vit actuellement, la crise énergétique. Parce que comme l'Allemagne se fournissait en gaz naturel en Russie, avant évidemment l'invasion de l'Ukraine, par la suite elle a diversifié son approvisionnement, elle a rouvert les centrales à charbon et à lignite. Parce qu'il n'y a pas toujours du vent. Et donc c'est le prix de l'électricité en Europe est indexé en gros sur le prix du gaz. Ce qui est absurde, puisque nous en France, on le produit principalement avec des centrales nucléaires. Mais ça ne fait rien.
le prix de l'électricité est en pratique indexé sur le prix du gaz, qui a effectivement flambé, d'où la crise énergétique que l'on connaît. Alors si on voulait passer d'ici 2050 au tout électrique, donc on va prendre l'exemple de la voiture électrique, hein, comparée à la voiture conventionnelle. Là, je reprends les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, par rapport à une voiture conventionnelle, vous voyez que dans la barre du haut, la voiture électrique, eh bien, il faut beaucoup plus de cuivre, il faut du lithium, il faut du nickel, il faut du manganèse, du cobalt, du graphite, etc. Le prix du lithium, depuis que 2 ans, le prix du lithium a été multiplié par 15. Là, il y a un vrai problème géostratégique, on va appeler ça comme ça, qui est que non seulement toutes ces... puisque effectivement on construit beaucoup de voitures électriques, mais si on continue à ce rythme, il va y avoir un pillage incroyable des ressources minérales. Autrement dit, pour faire 1 tonne de lithium, il faut traiter 1000 tonnes de minerais. Pour faire 1 tonne de cobalt, il faut traiter 1000 tonnes de minerais. Et puis, ce qui produit bien évidemment des déchets. Donc, pas grand monde pour l'instant ne se risque à faire le calcul du pillage des ressources minérales que le passage au tout électrique d'ici 2050 nécessiterait. Or, je vais finir quand même sur une bonne nouvelle. Vous avez ici l'évolution de l'efficacité énergétique. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que pour fabriquer de l'énergie par unité de PIB, ben finalement, on dépense de moins en moins d'énergie pour avoir la même production intérieure brute. Parce que on développe l'efficacité énergétique. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et ça, vous voyez que la courbe commence en 1965 et continue à descendre. Donc, on utilise mieux l'énergie, autrement dit. Alors, ce n'est pas une conclusion, hein, c'est juste un rappel de quelques points clés. Prenons les 89 000 milliards, peu importe, 100 000, ça ne change pas grand-chose, indiqué par la Banque mondiale pour décarboner. Donc, décarboner la France est responsable de 1% des émissions de l'ensemble de la Terre. Donc, quand même, ça nous coûterait 1% de 89 000 milliards, ça nous coûterait au bas mot 890 milliards. Pour éviter un réchauffement, je rappelle, d'1 millième de degré. 2 millièmes, si vous voulez, en prenant les chiffres du GIEC. Ça fait cher le degré, hein. Ça fait 1 million de milliards de degrés. Hein. Alors l'Europe est responsable de 10% des émissions mondiales, donc ça ferait 10 fois plus. Ça coûterait 10 fois plus, bien évidemment. Mais est-ce que ça servira à quelque chose? Tant qu'il y aura les 3/4 des émetteurs, qui l'ont dit à la COP26 à Glasgow, qui continueront à utiliser les ressources fossiles parce qu'ils en ont besoin et que c'est moins cher que de passer au tout électrique, de toute façon, tant qu'il y en aura les 3/4 qui continueront, ce que fera le 1/4 s'il arrive à le faire, ça ne servira pas à grand-chose. Et je souligne donc le pillage des ressources minérales si on voulait continuer vers le tout électrique. Puis je termine évidemment sur la vraie bonne nouvelle, c'est que la Terre reverdit au sens propre. Le rendement des récoltes est amélioré, c'est bon pour la lutte contre la faim dans le monde, grâce au supplément de CO2. Je vous remercie. Je suppose qu'il... Merci.